Bonjour. Alors, le troisième cours que je vais vous exposer, ça va porter sur les troubles de la conduction intracardiaque. Alors, c'est juste un rappel, l'activation électrique du cœur, ça se passe dans un tissu quand même qui est un peu spécifique et qui est spécialisé. Alors, cette activation, ça va commencer dans le pacemaker, qui décharge à une fréquence la plus importante, notamment le nœud sinusal, puis cette onde d'activation qui est générée au niveau du nœud sinusal, elle va s'extérioriser vers les oreillettes. Puis ça va cheminer dans des voies de conduction qui sont préférentielles, qui ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire elles ne sont pas bien individualisées, mais il y a quand même des voies de conduction qui sont préférentielles au niveau des oreillettes. Ça progresse vers l'oreillette droite et vers l'oreillette gauche, en tache de bougie ou bien en tache de huile. Et ça va atteindre le nœud auriculo-ventriculaire. Alors toute cette période initiale, ça va être représenté par l'onde de P sur le QRS. Puis il va y avoir internalisation de cet influx, il va y avoir traitement de cette information au niveau du nœud auriculo-ventriculaire qui va faire que, il va donner le temps pour que la systole atriale va compléter le remplissage ventriculaire. Alors une fois que ça fait, ça va nous donner une absence d'une activité électrique au niveau du cœur représentée par le segment PR, la ligne isoélectrique, vous voyez bien avant l'onde-Q. Puis quand ça aboutit vers les ventricules, le tronc du faisceau du His, et quand ça commence dans les branches, il va y avoir activation des ventricules dans les deux branches en même temps, dans les branches, la branche droite et la branche gauche. La branche gauche, rapidement, va se diviser en deux hémibranches, la postérieure qui va cheminer avec la CX et la droite qui va cheminer avec l'interventriculaire antérieur, puis ça va s'étendre vers le réseau de Purkinje, ça va dépolariser les myocytes dans les couches sous-endocardiques, puis ça va progresser dans le myocarde indifférencié vers l'épicarde et donner le QRS. Et par la suite, il va y avoir une repolarisation, notamment le segment ST et l'onde de T. Alors, c'est quoi ces troubles de la conduction? Généralement, c'est tout simplement l'absence de la genèse, ou bien le ralentissement ou l'arrêt de la conduction de l'influx dans le tissu spécifique. Alors, selon l'état du trouble, on peut avoir des blocs séno-atrial, c'est-à-dire des blocs de la genèse et de la transmission de l'influx de nœud sinusal vers les oreillettes. On peut avoir des blocs auriculo-ventriculaires, ça va se passer au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et du tronc du faisceau de His, c'est les BAV. Puis on va avoir les blocs intraventriculaires, notamment les blocs de branche droite et blocs de branche gauche, ou bien les blocs fasciculaires, c'est les hémiblocs gauche antérieure, ou bien le bloc fasciculaire gauche antérieure, et le bloc fasciculaire gauche postérieure, ou bien l'hémibloc gauche postérieure. Puis il y a des blocs qui ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire des troubles de conduction intraventriculaire, sans que ça soit spécifique d'une branche ou bien d'une hémibranche. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une hiérarchie décroissante de la fréquence d'échappement. C'est-à-dire que le pacemaker qui décharge avec la fréquence la plus importante est le nœud sinusal. Puis, il va y avoir des structures dans le tissu de conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire du faisceau de His. Quand il y a bloc, il va y avoir extériorisation d'un foyer d'échappement à ce niveau, mais qui va décharger à une fréquence plus basse que le nœud sinusal. Si le nœud sinusal c'est 60 et plus, le faisceau de His, le nœud auriculo-ventriculaire, ça va décharger à une fréquence entre 40, 45 et 50 battements minutes. Plus on descend en bas dans le tissu de conduction spécifique, plus la fréquence d'échappement elle est basse et elle est instable, notamment dans le réseau de His-Purkinje. C'est dans le réseau de Purkinje, on va avoir des pacemakers subsidiaires ou bien des foyers d'échappement à des fréquences qui sont de l'ordre de 25-30 battements minutes, mais c'est des foyers qui sont un peu comme ça, qui sont un peu instables. Dans les blocs auriculo-ventriculaires, il faut distinguer, c'est-à-dire quand ça implique soit le tronc du faisceau ou bien le nœud auriculo-ventriculaire, sur le plan prise en charge ou bien sur le plan pronostic,
on a deux situations qui diffèrent complètement. Soit l'atteinte elle est nodale, bien ce qu'on appelle elle est suprahaïtienne, soit l'atteinte elle est au niveau du faisceau du His, ou bien au-delà du faisceau du His, c'est-à-dire infrahaïtien. Alors la première, c'est-à-dire suprahaïtienne, elle est rassurante, mais la deuxième plutôt, elle est embarrassante et ça nécessite une stimulation temporale ou bien définitive. Alors, pour les blocs sino-auriculaires, le rythme sinusal normal, on a toujours une onde de P avant un complexe QRS, une onde de P avant un complexe QRS, et comme ça, hein, alors vous voyez, une onde P, un complexe QRS. Alors, cette situation normale, généralement, ça va donner un espace, une onde P de morphologie normale, c'est-à-dire qu'elle est positive, en D2, peut-être AVF D3, et avec un espace PR qui est tout à fait normal. Alors, quand il y a un bloc sino-atrial de premier degré, théoriquement, on ne peut pas voir sur l'ECG, parce que le premier degré, c'est-à-dire la genèse et la transmission de l'influx vers les oreillettes, c'est l'extériorisation du flux au niveau du nœud sinusal, elle n'a pas d'expression électrique, c'est juste une explication électrophysiologique. Mais les BSA de deuxième degré, c'est-à-dire que parfois l'activité sinusale elle est générée et extériorisée, parfois elle n'est pas générée, elle n'est pas extériorisée. Ça va se manifester par une absence d'onde sinusale sur l'électrocardiogramme. C'est-à-dire que, regardez, vous avez une onde de P qui est suivie d'un QRS, une onde P, un QRS, une onde P, un QRS, une onde P, un QRS, puis à un certain moment, on attend avoir une onde P, mais on ne l'a pas. Il n'y a pas d'extériorisation. Et cette pause, généralement, c'est le double de ce qui était avant. Alors, dans les PAV deuxième degré, on a deux types. Alors, le type 1, c'est ce qu'on appelle un type qui a des périodes de Luciani-Vinqueback. Alors, si vous voyez, alors les intervalles PP, ça se prolonge un peu jusqu'à blocage. Les BAV, les blocs sino-atriales, deuxième degré, le type 1, ça existe également en PP décroissant, c'est-à-dire on va avoir un espace PP qui est allongé, ça va décroître, ça devient moins long, ça va devenir plus court, puis il va y avoir bloc. Les blocs sino-atriales de deuxième degré, type 2 de Mobitz, on a un blocage inopiné de la transmission de l'onde P ou bien de l'extériorisation de l'activité sinusale vers les oreillettes. Ce sont ces séquences de Luciani-Vinqueback. Vous savez qu'on va avoir généralement des intervalles PP qui sont fixes, puis à un moment, on va avoir un blocage d'une onde de P. Le bloc sino-atrial de deuxième degré, type 2, avec un 3 pour 1, c'est-à-dire qu'on a un blocage inopiné des ondes de P, mais par contre, pour 3 ondes de P, il y a seulement une qui est conduite. Une onde P, une onde P, une onde P, et il y a seulement une qui est extériorisée pour 3 ondes P. Alors sur cette ECG, c'est facile de dire ça parce qu'on a quand même des ondes P, on a un intervalle PP de référence. Alors si on n'a pas cet intervalle PP de référence, la difficulté c'est de faire le diagnostic différentiel entre un bradycardie sinusale et un bloc sino-atrial de deuxième degré. Le bloc sino-atrial de troisième degré, ça veut dire que on n'a pas d'onde d'activation extériorisée du nœud sinusal vers les oreillettes. Ça va se manifester par une absence complète d'onde de P sinusale. C'est-à-dire on va avoir une ligne isoélectrique. Parfois, on va avoir des QRS avec des échappements, mais qui sont des échappements d'origine jonctionnelle. Ça veut dire qu'il y a un foyer d'échappement au niveau du nœud auriculo-ventriculaire ou bien au niveau du tronc de faisceau de His qui va décharger et qui va donner un QRS. En même temps, il va remonter vers les oreillettes. En remontant vers les oreillettes, il va donner des ondes de P rétrogrades. Généralement, ces ondes rétrogrades qui sont d'origine jonctionnelle, elles sont masquées par le QRS. Parfois, elles se voient un peu à la fin du QRS, c'est ce qu'on appelle les ondes P rétrogrades. Donc, en gros, on a
trois types de blocs. Il y a le premier degré qui n'a pas d'expression sur l'électrocardiogramme, c'est juste une explication théorique. Le deuxième degré, ça veut dire c'est un blocage inopiné de l'extériorisation d'une onde d'activation sinusale vers les oreillettes. Le troisième degré, c'est une absence complète d'extériorisation de cette onde d'activation sinusale vers les oreillettes. Les blocs auriculoventriculaires, également, ça va être la même chose, 3 degrés. Premier degré, c'est juste un allongement, bien juste un ralentissement de la conduction auriculoventriculaire qui va se manifester par un allongement de l'espace PR qui va devenir supérieur à 200 millisecondes, c'est-à-dire 210 millisecondes et plus. Le deuxième degré, il va y avoir... Pardon. Le deuxième degré, on a deux types dans le deuxième degré. Dans le deuxième degré complet, on va y avoir blocage inopiné d'une onde P. Il y a une onde P qui ne va pas être transmise à des séquences particulières. Le type 1, c'est-à-dire avec des périodes, le Mobitz 1, avec des périodes de 20 Quebec, on va avoir une prolongation. Vous avez un PR. Il va se prolonger, vous avez ici 160 millisecondes, 210 millisecondes, il va se prolonger davantage, 240 millisecondes, puis on va avoir des ondes P bloquées. Alors cette périodicité, elle est différente. Elle est différente parce qu'on peut avoir 4, 5, on peut avoir 2, on peut avoir même 1. Et dans le BAV, deuxième degré, le type 2 de Mobitz, on n'a pas cette séquence de Luciani-Quebec, c'est-à-dire qu'on va avoir des blocages inopinés d'onde de P sans modification de l'espace PR. Alors maintenant la difficulté c'est quand il y a un 2 pour 1, c'est-à-dire pour deux ondes de P, une et deux, une qui est conduite avec cette séquence qui se répète. Le problème c'est de faire la différence, est-ce que c'est un 20 Quebec avec des périodes de Luciani-Quebec qui sont courtes, ou bien c'est un deuxième degré 2 pour 1. Le B avec troisième degré, mais il y a une dissociation complète entre l'activation atriale et l'activation ventriculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport entre les QRS et les ondes de P. C'est un bloc complet, absence de passage de la stimulation auriculaire ou bien supraventriculaire vers les ventricules. Alors les blocs intraventriculaires, c'est des troubles de la conduction, c'est un ralentissement ou bien c'est un arrêt complet de la progression de l'onde d'activation à l'intérieur des ventricules. Ça va concerner les deux branches des ventricules, soit la branche droite, soit la branche gauche. On parlera d'un bloc de branche droite ou bien d'un bloc de branche gauche, ou bien c'est des blocs fasciculaires. On parlera d'un hémibloc gauche antérieur quand ça touche la branche antérieure, ou bien d'un hémibloc gauche postérieur quand ça touchera la branche postérieure. Alors, ces blocs, ou bien ces troubles de conduction, vont avoir essentiellement trois conséquences. Alors, la première conséquence, il y a un allongement de la durée de la dépolarisation du QRS. Un bloc complet, un bloc de branche complet, on doit avoir comme critère de définition, premièrement, bien sûr, une activation supraventriculaire, c'est-à-dire l'influx, ça doit descendre par les voies de conduction auriculoventriculaires normales. Puis le bloc, ça va se situer à l'intérieur des ventricules. Donc, il va y avoir un QRS d'une durée prolongée supérieure à 120 millisecondes. La deuxième manifestation, c'est-à-dire la deuxième implication, c'est que l'activation des ventricules, ça va différer de l'activation normale. Donc, on va avoir une modification de la morphologie de ces QRS. Puis, puisqu'il y a une partie des ventricules qui va être dépolarisée par le myocarde indifférencié, donc on va avoir obligatoirement des troubles de la repolarisation secondaire aux troubles de la dépolarisation. Alors l'étude des blocs intraventriculaires, ça va se faire dans généralement les dérivations qui explorent les cavités qui sont activées par la branche bloquée. Si on a par exemple, on veut voir est-ce qu'il y a un bloc de branche droite ou pas, on va plutôt regarder les dérivations qui vont explorer la cavité droite qui est dépolarisée par la branche droite. Si on veut étudier
un bloc de branche gauche, on doit regarder les dérivations qui vont explorer le cœur gauche, notamment les dérivations V5, V6 ou bien D1, VL. Alors, à l'état normal, voilà, vous avez l'activation cardiaque. Quand le vecteur descend, ça va donner le premier vecteur d'activation septale. Ça va donner, dans les dérivations V1, V2, ça va donner une petite positivité. Et dans les dérivations V5, V6, ça va donner une petite onde Q comme ça, qui est ce qu'on appelle l'onde Q septale. Puis, il va y avoir activation des deux ventricules, c'est-à-dire le ventricule droit et le ventricule gauche, avec le vecteur principal qui est orienté de droite à gauche, avec une durée qui est généralement inférieure à 100 millisecondes ou bien inférieure à 120 millisecondes, avec cette morphologie de négativité prédominante en V1, V2, c'est-à-dire une onde S qui est dominante en V1, V2, mais une onde R qui est dominante en V5, V6, puis vous allez avoir une repolarisation qui va dans le même sens que la dépolarisation, c'est-à-dire une onde de T en V5, V6 qui va suivre le QRS et va donner de la même polarité que le QRS. Quand il y a un bloc de branche droite, le premier vecteur, ce qui se passe, c'est que la branche droite elle est bloquée. Donc l'influx, quand il arrive au niveau du septum, ça va dépolariser le versant gauche avant le versant droit. Donc, ça va garder quand même cette petite positivité initiale en V1, V2 qui correspond à la dépolarisation septale et cette petite onde Q de dépolarisation septale en V5, V6. Par contre, dans un deuxième temps, on va avoir une dépolarisation du ventricule gauche parce qu'il y a un bloc sur la branche droite. La dépolarisation du ventricule gauche, ça va donner une positivité importante dans les dérivations gauche, c'est-à-dire ça va donner un aspect 1 en V5, V6 et 1 VL, mais ça va donner une négativité en V1, V2 parce que ça va fuir le vecteur de dépolarisation gauche. Puis par la suite, dans un troisième temps, il va y avoir la dépolarisation du ventricule droit qui va se faire par le ventricule gauche à travers le myocarde indifférencié. C'est le myocarde indifférencié qui va avoir des vitesses de conduction qui sont lentes, qui sont vraiment lentes. Donc à partir de ce moment-là, on va avoir une partie terminale qui est comme ça, large et positive en V1, V2 parce qu'il va venir la dépolarisation du ventricule droit et en V5, V6, ça va se manifester par une onde S qui est profonde, un peu profonde, mais une onde S qui est prolongée. Elle est prolongée ici, l'onde S, et l'onde R qui est prolongée parce que la progression de la dépolarisation, bien de l'activation, ça va se faire dans le myocarde indifférencié. Et ce myocarde indifférencié n'est pas un myocarde spécialisé, il a des vitesses de conduction qui sont lentes. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Puis, puisque cette dépolarisation, ça a suivi des voies de conduction qui sont anormales, c'est logique qu'on va avoir des troubles de la repolarisation qui sont anormales, c'est-à-dire on va avoir une onde de T qui va s'opposer à la dernière partie du QRS où se situe le trouble de rythme. Cette activation elle est prolongée de telle sorte que, pour parler d'un bloc de branche droit complet, la durée totale du QRS doit dépasser les 120 millisecondes et la durée d'inscription de l'onde R ou bien la déflexion intrinsèque-fluide, c'est-à-dire le temps que met l'influx pour arriver jusqu'aux couches sous-épicardiques du ventricule droit, elle va être prolongée au-delà de 50 millisecondes. Alors voilà un exemple type d'un bloc de branche droit. Vous voyez que l'activation, voilà son QRS normal. Il y a une onde P avant, vous voyez bien, une onde P1 QRS, une onde P1 QRS. Puis il y a une onde P, ça veut dire que l'activation elle est supraventriculaire. Puis vous avez un aspect petite onde Q, mais surtout le retard droit. Le retard droit qu'on va voir dans les dérivations droites en V1. Alors ce retard droit, ça va vous donner une onde R', une onde R', une onde R qui est ample comme ça, qui est positive, une positivité terminale, mais qui est surtout large. Puis à partir de ce moment-là, vous avez un QRS qui dure plus de 120 millisecondes avec un retard de l'inscription de l'onde R de
plus de 60 millisecondes. Puis, on va voir les troubles de la polarisation de type secondaire avec une onde de T, une polarité de l'onde T qui va s'opposer à la polarité du QRS. En V6, dans les dérivations gauche, on va plutôt voir cette onde S qui est un peu profonde, mais qui est plutôt large. C'est ce qui définit le bloc de branche d'Arrow. Alors, les différents aspects du bloc de branche d'Arrow, on peut avoir un bloc de branche d'Arrow incomplet. Vous voyez ce retard d'Arrow, cette onde R qui est terminale comme ça, c'est incomplet parce que la durée du QRS ne dépasse pas les 120 millisecondes. On peut avoir également un bloc de branche d'Arrow comme ça. D'accord, vous voyez l'aspect, un bloc de branche d'Arrow comme ça. Parfois, la durée du QRS elle est tellement élargie, le QRS il est tellement déchiqueté comme ça, il est polyphasé comme ça, parce que en plus du trouble de la conduction dans la branche d'Arrow, on a une fibrose intramyocardique qui va donner des blocs intracardiaques qui sont non spécifiques, ce qui va prolonger davantage ce QRS. Voyez également quand il y a une hypertrophie ventriculaire droite, la deuxième partie du QRS qui va représenter la dépolarisation ventriculaire droite, elle a une amplitude qui est quand même trop importante pour une onde R qui correspond à un ventricule droit normal. C'est ce qui nous permet parfois de faire le diagnostic d'une hypertrophie ventriculaire droite sur un bloc de branche droite. Alors quand il y a un bloc de branche gauche, la première dépolarisation septale se fait plutôt du contraire, c'est-à-dire on va avoir une onde de dépolarisation septale qui part de droite à gauche. Donc on va avoir une petite onde R positive, on va avoir une disparition dans l'onde Q septale, si vous vous rappelez, dans les dérivations gauche. Avec les dérivations droite, on va avoir une onde positive qui va représenter la dépolarisation ventriculaire droite. Puis il va y avoir, avec un retard, la dépolarisation du ventricule gauche qui va être représentée par un retard gauche. Le retard gauche, c'est une positivité terminale du QRS à gauche avec des images en miroir, une onde S dans les dérivations droites. Alors les choses les plus importantes, c'est qu'on va avoir un QRS qui dure plus de 120 millisecondes avec un retard de la déflexion. C'est un circuit qui est supérieur à 60 millisecondes. Puis on va avoir également des troubles de la polarisation type secondaire, c'est-à-dire il y a une discordance appropriée, la polarité de l'onde de T qui va s'opposer à la polarité du QRS. Alors voilà sur un ECG un aspect de bloc de branche gauche. Alors le bloc de branche gauche, ça peut se voir en les dérivations gauche, c'est-à-dire V5, V6, comme ça peut se voir en D1 et AVL. Alors ce qu'il faut remarquer, alors là, c'est son rythme normal, d'accord, c'est une AFA avec un QRS fin, puis vous voyez parfois, il y a ce bloc de branche gauche. Alors regardez en V6, c'est pas trop clair, mais si vous regardez en D1 et AVL, regardez, on retrouve tous les critères. Alors premier, la durée du QRS qui est supérieure à 170 millisecondes, elle est largement supérieure à 120 millisecondes. On va voir la disparition de l'onde Q septale, c'est-à-dire il n'y a pas cette onde Q dans le septum qu'on a l'habitude de voir. On voit un aspect RR' avec un crochetage, ou bien un empattement dans l'onde R qui est obligatoire pour faire la différence avec des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, parce que parfois, une hypertrophie ventriculaire gauche, ça peut donner cet aspect-là sans qu'il y ait un bloc de branche gauche. Alors, il y a certains auteurs qui exigent un empattement ou bien une déformation de cette onde R. C'est-à-dire, on ne va pas avoir une onde R comme ça seule, mais plutôt une onde R qui est empâtée, soit avec un crochetage comme ça, pour parler d'un BBG. Puis, vous avez les troubles secondaires de la repolarisation avec une polarité de l'onde P, c'est-à-dire une polarité de l'onde T qui va s'opposer à la polarité du QRS. C'est ce qu'on appelle la discordance appropriée. Voilà les autres aspects d'un bloc de branche gauche. Alors vous voyez, c'est des aspects comme ça, alors tous les aspects qui sont possibles. Alors ça, c'est un BIG parce que la durée du QRS, elle n'est pas importante, elle n'est pas supérieure à 120 millisecondes. Et vous voyez quand même
hein, cet aspect. Puis vous voyez cet aspect, regarde, toujours on a cet aspect crocheté ou bien cet aspect de l'onde R qui est empâté ou bien qui traîne comme ça. Alors voilà les différents aspects. Toujours il n'y a pas d'onde Q septale avec les troubles secondaires de la repolarisation de type discordance appropriée. Alors, dans les hémiblocs couche antérieure, le problème, ça va se situer soit sur la branche antérieure qui va cheminer avec l'interventriculaire antérieur, soit avec la branche postérieure qui va cheminer avec l'artère circonflexe. Quand c'est la branche antérieure, quand on parle d'un hémibloc couche antérieure, alors ce qui se passe, c'est que quand la dépolarisation, bien l'activation arrive au niveau du septum, elle ne va pas emprunter les voies d'habitude, c'est-à-dire qu'elle va emprunter la branche postérieure et elle va emprunter la branche droite, de telle sorte que généralement on ne va pas voir de branche septale, on va directement voir l'activation du ventricule droit et des parties postérieures du ventricule gauche qui vont se manifester par une petite onde R comme ça dans les dérivations V1 et des petites ondes Q comme ça dans les dérivations, surtout la dérivation avielle, et des petites ondes positives dans les dérivations θ. Puis par la suite, la transmission va se faire dans le myocarde indifférencié vers la zone du ventricule gauche en antéro-supérieur, c'est-à-dire la zone qui est explorée surtout par la vielle, qui voit venir cette dépolarisation. Par contre, D3, elle va voir fuir cette dépolarisation. Donc, on va avoir un aspect comme ça Q avec un retard en avielle, avec un retard en avielle, avec une onde de R comme ça qui est positive, elle est traînante, elle est large comme ça. Ça va donner des troubles de repolarisation secondaire avec une onde de T qui va s'opposer à la positivité en avielle, et on va avoir un retard de la déflexion intrinsécoïde qui est supérieur à 60 millisecondes avec une durée du QRS qui est inférieure à 120 millisecondes. Si elle est supérieure à 120 millisecondes, là, on va suspecter un bloc de branche associé. Donc, les critères pour dire que c'est un bloc antérieur gauche, c'est premièrement une déviation axiale gauche au-delà de moins 45 degrés. La deuxième, c'est un QRS qui ne doit pas être supérieur quand même à 120 millisecondes. La troisième, c'est cet aspect retard en avielle, c'est-à-dire qu'on va avoir un aspect QR en avielle avec un aspect RS en D3 et finalement les troubles de repolarisation de type secondaire en avielle. Dans l'hémibloc gauche postérieur, c'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire que la région postérieure, ou bien la région postérieure du ventricule gauche, qui est explorée par le D3, la dérivation D3, est la dernière à être dépolarisée par le myocarde indifférencié. Donc, on va avoir une première partie d'activation du ventricule droit et des régions antérieures du ventricule gauche qui va se manifester par généralement une onde négative qui représente la dépolarisation de la paroi antérieure du ventricule gauche et du septum exploré par la dérivation D3, mais une positivité au niveau de la vielle. Puis on va avoir une positivité importante dans la dérivation D3 qui va explorer les parties inférieures et postérieures du ventricule gauche, alors qu'en avielle, on va avoir cet aspect de négativité terminale qui est traînante, bien sûr, avec un retard de la déflexion intrinsécoïde et un QRS qui est inférieur à 120 millisecondes avec des troubles secondaires de la repolarisation. Donc, pour parler d'un bloc postérieur gauche, c'est un bloc qui est plutôt rare, c'est pas comme l'hémibloc antérieur gauche. C'est-à-dire, pour parler, il faut faire très attention parce que cet aspect peut se voir dans beaucoup de pathologies qui font qu'il y a une déviation axiale droite. Il y a une déviation axiale droite. Donc, les critères diagnostiques d'un hémibloc gauche postérieur, c'est premièrement une déviation axiale droite au-delà de plus 100 degrés. C'est un axe qui tourne autour de D3 avec un aspect QR avec R large en D3 et un aspect RS en avielle avec des troubles secondaires de la repolarisation en D3 avec une discordance
négatif. Voilà certains aspects d'un hémibloc gauche postérieur. Alors vous voyez bien, c'est même associé à un bloc auriculo-ventriculaire de deuxième degré avec, vous voyez ici, des zones P qui est bloquée. Alors la présence de cet hémibloc gauche postérieur nous confirme l'aspect infrahaïtien de bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré. Alors les blocs bifasciculaires, généralement, c'est des blocs qui vont associer deux blocs dans les voies de conduction intraventriculaire. Donc, on a soit un bloc de branche droit associé à un hémibloc gauche postérieur. Alors, vous voyez ici, par exemple, l'aspect du bloc de branche droit avec le retard droit, le QRS qui est large. Vous avez le retard droit, vous avez l'onde S ici. Puis, vous avez cet aspect prédominante avec une déviation axiale qui est complètement droite en D3, ce qui nous permet de dire qu'il y a probablement un hémibloc gauche postérieur et là on a un bloc de branche droit. Ça c'est un bloc bifasciculaire ou bien c'est l'association d'un bloc de branche droit. Là c'est typique de bloc de branche droit avec cette QRS qui est large, avec cet empattement, avec ce retard droit et des troubles secondaires de la vocalisation. Mais si on regarde bien, on voit que l'axe du QRS, c'est un axe qui est gauche avec un aspect R traînant en AVL, ce qui définit l'hémibloc gauche antérieur. Donc, c'est une association bloc de branche droit avec un hémibloc gauche antérieur, ce qui définit un bloc bifasciculaire. Les blocs de branche alternants, c'est-à-dire que sur l'ECG ou bien chez la même personne, à des ECG, à des moments différents. Il y a des moments où on va voir un bloc de branche droit. Il y a des moments où on va voir un bloc de branche gauche. Alors, ces blocs de branche alternants, c'est alternant entre bloc de branche droit et bloc de branche gauche, ça va définir un équivalent d'un bloc auriculo-ventriculaire de troisième degré ou bien un bloc trifasciculaire. Donc, les blocs bifasciculaires, soit c'est un bloc de branche gauche complet, soit c'est un bloc de branche droit. Alors, le bloc de branche gauche complet, c'est un bifasciculaire parce qu'il comporte l'hémibloc gauche antérieur et l'hémibloc gauche postérieur. Les blocs bifasciculaires également, c'est la combinaison d'un bloc de branche droit complet avec soit un hémibloc gauche antérieur, soit un hémibloc gauche postérieur, ou bien vous avez une alternance d'un hémibloc gauche postérieur et un hémibloc gauche antérieur. Les blocs trifasciculaires, on est certain, c'est-à-dire il est indiscutable, quand vous avez une alternance, bloc de branche gauche complet et bloc de branche droit complet. Ou bien une alternance d'un bifasciculaire, c'est-à-dire vous avez un bloc de branche droit associé parfois à un hémibloc gauche antérieur, parfois à un hémibloc gauche postérieur. Il est très probable quand vous avez un BAV troisième degré avec un échappement à QRS large, ou bien quand vous avez un bloc deuxième degré, un type 2 de Mobitz avec un bloc bifasciculaire ou bien un BBG ou bien un BBT. C'est-à-dire que vous avez un deuxième degré, des zones P qui sont bloquées, avec un bloc bifasciculaire, soit association hémibloc gauche antérieur avec un BBD ou bien association BBD avec hémibloc gauche antérieur, ou bien vous avez un BBG associé, ou bien vous avez un BBD complet. Soit vous avez un bloc de branche, un bloc auriculo-ventriculaire, deuxième degré, 2 pour 1 avec des PR normaux, avec un bloc bifasciculaire, ou bien un BBG, ou bien un bloc de branche droit complet. Il est probable, quand il s'agit d'un BAV deuxième degré, avec un Mobitz 1 associé, un BBG, ou bien un bloc bifasciculaire, ou bien un bloc de branche droit complet. Ça reste quand même possible quand c'est un BAV premier degré, c'est-à-dire c'est un PR lent, d'autant plus que le PR est supérieur à 300 millisecondes avec un bloc bifasciculaire ou bien un bloc de branche gauche complet, ou bien quand il y a un BAV deuxième degré 2 pour 1 avec un PR normal et un QRS fin. Dans cette situation, le bloc trifasciculaire reste quand même possible. Alors, les étiologies, soit c'est un bloc fonctionnel, c'est-à-dire c'est temporaire, généralement c'est des problèmes ioniques, ou bien c'est des blocs tachycardies, c'est des aberrations, c'est des blocs tachycardies dépendants, ou bien parfois c'est des bradycardies dépendants, ou bien c'est des blocs
lésionnelle, c'est-à-dire une lésion anatomique probablement associée. C'est généralement dégénératif, c'est définitif et ils sont indépendants de la fréquence cardiaque. Alors les étiologies, soit c'est des causes cardiaques, en premier lieu, ce sont les dégénérescences. C'est le vieillissement, c'est un phénomène de vieillissement, c'est la maladie de Lenègre. Elle est isolée ou bien elle est associée à une maladie rythmique de l'oreillette. Soit c'est ischémique, ça survient secondairement à une cause ischémique soit aiguë, soit dans les suites d'un infarctus, soit c'est des causes inflammatoires, notamment les myocardites ou bien les péricardites, soit c'est des tumeurs cardiaques ou bien des malformations complexes. Soit c'est des blocs qui sont secondaires à des causes extrinsèques, notamment la modulation par le système nerveux autonome dans les hypertonies vagales, ou bien c'est médicamenteuses. Alors ces médicaments, soit ce sont des antiarythmiques, ou bien c'est des médicaments qui ne sont pas cardiaques, ou bien c'est des substances qui sont extra comme ça cardiaques. On peut le voir également dans certaines situations, notamment l'hypothyroïdie, les problèmes de dysalgémie, les hypoxies, les acidoses, les hypercapnies, dans les chirurgies cardiaques ou bien après un cathétérisme cardiaque. On peut le voir dans des maladies de système ou bien dans des maladies de surcharge, dans les myopathies ou bien les maladies neuromusculaires, dans les atteintes du système nerveux central, notamment dans les syndromes d'HIC ou bien les syndromes ménagers. Également dans certains endocardites, notamment les endocardites aortiques, quand il y a une coulée de l'infection vers le trigon fibreux par où passe le tronc du faisceau de His, parfois dans les septicémies secondaires ou toxiques produites par les bactéries ou bien les ictères sévères. Alors sur le plan clinique, parfois c'est des blocs qui sont asymptomatiques, les blocs de branche gauche ou bien les blocs de branche droite ou bien les blocs fasciculaires, s'ils ne sont pas associés, la plupart du temps ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des symptômes qui sont propres à eux, mais s'il y a symptômes, c'est probablement secondaire à la pathologie cardiaque sous-jacente. Parfois, c'est des AFA qui surviennent, c'est des blocs sino-atriels comme ça qui surviennent, mais avec une fréquence qui est acceptable. Donc là, on n'a pas de symptômes. Généralement, c'est asymptomatique. Parfois, c'est des signes en rapport avec une hypoperfusion cérébrale, c'est-à-dire des troubles de la conscience. Le symptôme majeur, ce sont les syncopes à l'emporte-pièce, bien les syncopes d'Adams-Stokes. Parfois, ça se résume à des lipothymies, c'est des syncopes qui sont avortées, ou bien un défaut de vertige. Également, ça peut donner d'autres symptômes, notamment les symptômes d'insuffisance cardiaque, la dyspnée d'effort, l'asthénie ou bien l'aggravation des signes d'insuffisance cardiaque, ou bien les symptômes d'hypoperfusion coronarienne, notamment longueur d'effort, et les palpitations. Ça peut se manifester par des palpitations, premièrement, quand c'est une maladie de l'oreillette qui est associée, des blocs sino-atriels avec des troubles rythmiques de l'oreillette, notamment la fibrillation atriale ou bien les tachycardies atriales focales, ou bien quand les pauses elles sont longues, ça peut se manifester par une sensation de palpitation. Chez les sujets âgés, on peut avoir d'autres manifestations qui ne sont pas typiques, notamment les déclats cognitifs. Ça peut également se manifester par des complications thromboemboliques, notamment dans la maladie rythmique de l'oreillette, ou bien ça peut se voir dans les blocs intraventriculaires. Alors le diagnostic se fait généralement sur un ECG standard, 12 dérivations, avec des dérivations rythmiques, c'est-à-dire il faut avoir des enregistrements qui sont longs pour pouvoir détecter un problème conductif, soit lors d'un monotorage cardiaque, notamment sur un scope, ou bien sur un ECG de 24 heures, ou bien des enregistrements plus courts. Parfois, on est amené à demander des études électrophysiologiques endocavitaires, ou bien lors d'une épreuve d'effort, ou bien un test d'inclinaison, ou bien le tilt test pour voir, tester le tonus vagal. Alors la prise en charge consiste dans un premier temps bien sûr à confirmer le diagnostic. Il nous faut une preuve électrocardiographique du problème conductif. Puis il faut faire la relation de cause à effet entre l'anomalie électrique et le symptôme. Il faut faire une enquête étiologique pour voir est-ce qu'il y a une cause réversible ou bien est-ce qu'il y a une cardiopathie sous-jacente. Il faut évaluer le pronostic de l'anomalie et l'existence d'une cardiopathie sous-jacente. Et bien sûr, il faut, après tout ceci, proposer un traitement spécifique, c'est-à-dire soit la correction des causes irréversibles, soit proposer une stimulation définitive. Alors la stimulation définitive, les indications acquises dans les blocs sino-atriels,
on indique une stimulation définitive quand ils sont symptomatiques et qu'on a la preuve qu'il y a une relation entre le symptôme et le trouble conductif en absence de cause réversible. Alors parfois, il est possible de proposer une stimulation définitive chez un patient qui fait des blocs sino-artériels avec des pauses significatives, même s'il est asymptomatique, si les pauses elles sont vraiment importantes, supérieures à 3 millisecondes, ou bien quand un traitement antiarythmique il est indispensable. Dans les blocs auriculo-ventriculaires, l'indication d'une stimulation définitive elle est retenue, elle est indiscutable quand il y a un bloc auriculo-ventriculaire complet qui n'est pas réversible, ou bien quand il y a un bloc auriculo-ventriculaire de deuxième degré, symptomatique, symptomatique ou bien de siège infranodal, même s'il n'est pas symptomatique. Alors les blocs de branche, généralement, il n'y a pas d'indication de la stimulation définitive quand il y a un bloc de branche. Ces blocs de branche, la plupart du temps, ils sont asymptomatiques, ça ne cause pas de bradycardie excessive, mais ils prennent leur valeur sémiologique quand ils sont associés à une symptomatologie paroxystique, c'est-à-dire on a une syncope associée avec un bloc de branche. Là, il faut faire l'étude électrophysiologique, ou bien il faut tout faire pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un passage en bloc auriculo-ventriculaire complet paroxystique. Je vous remercie.